radio pirate. Faites partie de la révolution. Boum, 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 boum. Bienvenue au paradis des morts qui meurent doucement. On s'occupe d'eux autres comme il faut. Pour tuer le monde, on est bon. On est moins bon pour les soigner. Mais pour tuer du monde, on est pas mal les meilleurs. On les tue doucement. On fait bien ça, là. C'est quand même drôle, hein, que... Première page d'hier du National Post. Première page, c'est gros de même, là. OK? C'est le... On est moins habitué à ça, mais les gros journaux... c'était quoi, les journaux? Pas tabloïdes, c'était les journaux... c'était quoi le nom qu'on donnait là, avec le journal qui se dépliait? Là? Mais le National Post marque en gros 7%. Là. Tu dis, c'est quoi? C'est l'inflation? Non. 7%, c'est le nombre de gens qui sont tués au Québec par le gouvernement à chaque année avec des belles conditions. Donc, quasiment une personne sur 10 qui meurt se fait tuer par le... ils l'ont demandé, là, ils ont fait une demande, mais je veux dire, on est les kings. En Amérique, il n'y a personne qui s'approche de même 1%, ça existe. 1%, c'est quasiment exceptionnel. Là. 7% des gens, donc on a du hâte de s'en débarrasser. Donc on se dit, ben, si on n'est pas capable si on n'est pas capable de s'en occuper comme du monde, si on n'est pas capable de... C'est un peu ce qu'on avait fait pendant la COVID, là, finalement. C'était une forme de fin précoce, un peu, finalement. Donc, 7% des morts, on est la capitale... On serait la capitale mondiale. On est bon quelque part, au moins. Donc, on est... Là, tu parles de l'aide médicale à mourir? Oui. OK, t'avais pas vu ça hier. Regarde, non, j'ai pas vu ça. Regarde, ça, c'est la première page du National Post d'hier. Le 7% en gros. Hein? Et on voit une main de quelqu'un qui se fait prendre par un médecin en voulant dire « ça fera pas mal ». Tu comprends-tu? Donc, 7% en 2000... c'est pas fini, là. On est en 2023, c'est l'année 2023, mais on est on track en ce moment pour avoir 7% des morts au Québec qui sont tués par, d'une certaine mesure, c'est le système public, il faut le dire. Donc, c'est le système public gouvernemental qui va tuer 7%. De ce que je comprends, je sais qu'on a été précurseur là-dessus, puis on s'est senti comme, nous, on veut soulager les gens, mais j'ai l'impression que derrière cette grande histoire de Martine, c'était qui? Comment s'appelle ton ami là, qui allait au resto? Martine, l'ancienne péquiste qui a un parti politique. Martine Ouellette? Martine Ouellette. Je pense que c'est elle là, qui avait fait ce programme-là. C'est pas une de ses créations pendant les 15 mois que les péquistes ont été au pouvoir? Non, c'est pas elle. C'est pas elle? Non, je vais te le trouver, c'est qui, mais c'est pas elle. Ah, je sais c'est qui. Oui, t'as raison, c'est l'autre. T'as raison, c'est l'autre madame. T'as raison. Oui, je sais de qui tu parles. Elle qui a la voix... Oui, Evrel, Eviane, Eviune, Yvon, Margaret. Comment? Véronique Yvon, voilà. C'est Véronique. C'est Véro. On dirait qu'on est de quiz. Hein? Oui. Elle disait, moi, je veux que les gens meurent bien, là. Donc, elle parlait toujours avec une petite voix qui saute un peu. Puis, elle a l'air toujours piteuse un peu. Hein? Elle a l'air piteuse un peu. Puis, tout le monde est comme... oui, nous autres, on est meilleurs. Mais là, ce que je comprends, c'est comme devenu... c'est un peu une manière de régler le problème, là, de ce que je comprends. Et, là, c'est un peu louche. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Là. C'est quasiment 1 mort sur 10 qui est euthanasié, là. Donc, c'est un peu... c'est ça. Oui, si on dit ça pour nos chiens, on peut dire ça pour le monde. C'est euthanasié. Là. Il y a quelqu'un qui arrive avec une piqûre. Oui, c'est un genre de piqûre, un genre de cocktail de médicaments, en fait, qui te font mourir. C'est un nouveau mode de vie, mais c'est pas vraiment ça. Là. Comment? Pourtant, pour dire que c'est un nouveau mode de vie, mais c'est pas non, ça. Non, c'est pas un mode de vie, c'est un mode de mort. C'est un mode de mort. Donc, 7%, on s'en va vers ça. C'est les chiffres de 2023. Actuellement, à peu près à chaque mois, 7% des décès au Québec sont des gens qui se font euthanasier par le gouvernement.
de ce que je comprends, c'est fortement... Non, attends un peu, là. De ce que je comprends, c'est fortement suggéré. Ben, entre toi et moi, là, je veux dire, tu as un système de santé qui déborde. Tu as le bordel qui est pogné avec les infirmières. Tu sais plus ce qui se passe. Là, tes agences privées, tu pourras plus. Demain matin, quand les agences privées, on ne pourra plus, je pense, c'est d'ici 1 an et demi, 2 ans, dépendamment des régions. C'est parce qu'à chaque région, il y a une date qui n'est pas la même. Mais il semblerait qu'on s'en va vers des... Comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Des fermetures d'urgence puis des fermetures de lits. Un nom là, pour ça. Un genre de délestage. Oui, c'est ça. On va délester le système. Puis tout. On parle de... Tu sais, délester... Tu sais, déjà délester une genre de... Tu sais, tu as une boulangerie. Puis ça fournit du pain pour tout le village. Tu délaisses l'usine à pain, ça provoque des problèmes. Il y en a qui vont manquer de pain. Mais là, on parle de gens qui donnent des soins. Et là, on aurait du délestage encore. C'est comme devenu normal, le délestage dans le service de santé. Il y a beaucoup de vocabulaire qui vient du gouvernement aussi. Hein? Oui. Il y a des mots des mots clés. Des mots de fonctionnaires. Ben oui, c'est des mots de fonctionnaires. Donc là... mais c'est mourir dans la dignité qui dit. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est pas ça. Le but, je m'en rappellerai toujours que je me rappelle où j'étais dans les marches chez lui. Un voisin médecin, qui est encore mon voisin aujourd'hui, même si on ne reste plus à la même place, il m'avait dit, tu sais, un jour, on ne pourra plus commencer à garder les personnes âgées longtemps. Ils vont être obligés de faire comme aux Pays-Bas. On va être obligé de choisir qui on garde et laisser aller. Tu sais, je veux dire, c'était froid comme. Mais tu sais, je comprenais la logique derrière ça. Là. Donc, au lieu de le faire de cette manière-là, en disant on va laisser les gens dépérir parce qu'on ne peut pas les soigner, ça ne donne rien, parce qu'on n'a pas le moyen et surtout, on n'a pas les humains, le nombre d'humains pour le faire, puis le système est tout croche, on n'est pas capable de le faire. Donc là, on a trouvé cette arme magique-là. Encore une fois, tout est dans la manière de comment on présente l'affaire. Puis ça a été bien présenté. Bravo à Véronique Yvon. Puis bravo aux médias qui ont embarqué là-dedans. Là. C'est mourir dans la dignité. C'est sûr que quelqu'un qui est sur des soins palliatifs pendant des mois, et des mois. Ça, c'est une autre game. Là. Ça, c'est une autre patente. Là, ça, c'est une autre chose. Là, mais là, à un mort quasiment sur 10, d'après moi, c'est pas rien que ça. Là. Non, je sais, mais l'affaire, c'est que pour la machine, c'est quelqu'un qui coûte beaucoup de sous. Oui, bien, c'est ça. Oh, donc, si, mettons, tu lèves le flag, tu t'en vas plus vite, ça fait l'affaire. Ben, je pense que ça fait pas mal l'affaire. Donc, je ne sais pas combien il y a de morts par... tu sais, le nombre de morts par année au Québec. Parce qu'on peut faire la règle de 3 assez facilement. Donc, nombre de décès par an au Québec. D'après moi, on va faire un saut. Là. Nombre de décès. En tout cas, si jamais, mettons que c'est des milliers de personnes, ça veut dire que pour soulager les gens et finir, on est pas mal plus vite que pour soigner quelqu'un qui a le cancer. Parce qu'il y a quand même une intervention. Là. Il y a quand même une intervention chirurgicale qui se passe là. Ben, en tout cas, du moins, peut-être pas chirurgicale, mais il y a quelqu'un qui est dans une chambre avec des services. Il y a un médecin qui vient donner une patente. Tu peux voir. Donc, estimation des décès par âge. Je dois avoir ça quelque part. Là. Le nombre de décès en janvier 2022. OK, j'ai ça quelque part. Donc, on aurait à peu près 80 000 décès par année au Québec. Oui. OK? Donc, faisons une règle de 3 à 10 %. Ça veut dire qu'il y a à peu près 8 000. Donc, mets ça à 7 %. Ça veut dire à peu près 6 000 personnes qui sont euthanasiées par année par le système. Donc, là-dedans, ils sont bons. Tu sais, je veux dire, il y a des retards dans un paquet d'affaires. Des fois, tu as besoin d'avoir un examen pour quelque chose, puis Simona, qui te font attendre pendant quasiment 1 an pour tel test ou tel autre test. Mais si jamais tu demandes à mourir, ils sont là. Ah oui, on est prêt. OK, on fait ça. On fait ça demain après-midi. Donc, 7 % des décès au Québec, c'est de l'euthanasie. Mais on a bien présenté ça. On a vendu ça comme étant mourir dans la dignité. Mais dans les faits, c'est que, regarde, on n'a plus de monde. On n'est plus capable de te servir. Puis, anyway, tu commences à être un boulet pour la société. Il n'y a rien de mieux que partir avec une petite piqûre le plus rapidement possible. Juste vous... D'abord, Jerry, t'es salué. Je ne sais pas si on l'a fait, mais on l'a fait pas mal sur...
On l'a fait pas mal sur le Prime tout à l'heure. En passant, juste vous rappeler que Radio Pirate Live, demain, on est encore là, c'est sûr. Mais demain, on va vous offrir des bons moments de la semaine de Radio Pirate Prime. Et le but, bien sûr, c'est de vous faire vivre un peu l'ambiance de Prime. Vous l'avez vécu un peu cet été avec les best-of que notre ami Mr. White vous a proposé au cours de l'été. Et là, le vendredi, c'est carrément ça. Donc, on prend des bouts du Prime de la semaine. Et on va vous inciter avec des promotions de fun. On va vous donner une semaine de rabais, puis en fait, même une semaine gratuite. Et vous allez pouvoir vous joindre à nous, joindre à la grande famille. Mais si vous restez cheap, comme il y en a un qui m'a écrit de la Beauce que je salue, de Saint-Georges, je t'ai salué, mon ami. Si vous restez cheap, on vous aime pareil. On écoute et on entend Pierre Poilievre hier à l'île du Prince-Édouard. A number of your own comments and actions have been characterized as dog whistling to By the who? far right. By who? By a number of By different. who? But I think it's been By characterized who? by that way. But By are who? you trying to Sorry. court? Are I you just trying need to court the far clarify. right Sorry, vote? I just need to clarify. By who? By a number By- of different experts and a number of who are the different people experts? who work Who are the work in this. experts? Okay, well, I think All it's right. been established that Right. this is a I- concern. it's Are you not- trying to court the far right vote? Who are these experts? You say that there are experts who are saying this. Who are they? My question is, are you trying to court the Sorry, far right vote? I'm sorry. Your question seems to be based on a false premise. You can't even tell me who these experts are. It sounds like it's just a CBC smear job. Thank you. But Next what question. about the question about whether that's The answer that's is that intention? I have a common sense agenda to axe the carbon tax, bring home powerful paychecks, clear the way to build affordable homes, to put people in housing that they can afford. That is a common sense, mainstream Canadian agenda. And I know that Justin Trudeau's supporters are so desperate to distract from that because his political career is falling apart. So we're seeing an attempt here to distract and protect Justin Trudeau from his extremely unpopular carbon taxes and other failing policies. But we won't let him or his or others distract from that reality. So thank you. So you're not going to Next answer that question. question? Donc, voilà la réponse de Pierre Poilievre. Souvent, j'ai trouvé qu'Éric Duhem était en grande forme cette semaine quand il est venu à nos micros de Radio Pirate Live. J'ai retrouvé le Éric de la dernière campagne. Je pense que l'été, même s'il n'a pas pris vraiment de vacances, a été bon pour lui. Donc, plein d'énergie, right on target sur plusieurs sujets. Mais, et je sais que chaque personnalité a sa manière de s'exprimer. Il y a des points sur lesquels Éric est probablement meilleur que Poilievre, meilleur que Trump. Il y a d'autres points où Trump est meilleur que Poilievre, d'autres points où Poilievre est meilleur que Trump. Donc, chacun a ses forces naturellement. Mais la petite affaire que Éric doit apprendre, puis c'est quelque chose qui s'apprend, contrairement à d'autres affaires qui ne s'apprennent pas, que tu l'as ou tu ne l'as pas. La chose qu'Éric doit apprendre, c'est de faire exactement ce que Poilievre, avec le sourire en coin, très calme, très poli, et à revirer de bord les journalistes avec leur intention vraiment malveillante d'essayer de coller sur du monde comme nous autres l'étiquette d'extrême droite. Parce qu'on veut avoir des conditions gagnantes au niveau économique, parce qu'on ne veut pas que telle ou telle chose arrive au niveau social. En fait, tout l'agenda politique au complet, l'agenda social de Justin Trudeau, on le rejette au complet. Mais pour la gauche du Canada, pour beaucoup de journalistes de Radio-Canada, du Globe and Mail, de CBC, donc Radio-Canada, CBC, c'est la même chose. CTV, tiens, je pense qu'elle, c'était une fille de CTV et non ou encore Global News. Peu importe cette gang-là, ils vont utiliser leurs moyens. Je ne sais pas qu'est-ce que Trudeau leur fait, mais elles sont en amour avec ce bonhomme-là. Elle l'adore et j'ai même le feeling, on en a parlé sur Radio Pirate Prime un peu plus tôt, Jerry, j'ai même le feeling que ces gens-là ont un gros problème avec l'opposition. Ils ont un gros problème avec qu'il y ait une opposition qui est complètement différente, avec des valeurs traditionnelles, avec des choses qui représentent probablement la grande majorité du monde. Ces gens-là ont de la misère à accepter que des républicains peuvent exister, ou qu'un parti républicain peut exister. Ils ont de la difficulté à savoir qu'au Canada, on peut encore aujourd'hui voter pour un parti conservateur, et même que le parti conservateur existe. Ce sont des gens, et je parle des journalistes, qui nous étiquettent comme étant d'extrême droite. Ce sont des gens qui veulent vivre dans un pays un peu à l'image de la Russie, un peu à l'image de la Chine, avec un genre de parti, un genre de parti unique. Là. Un parti unique, dans une genre de fausse démocratie déguisée, où finalement, il y a un peu de démocratie, mais à l'intérieur d'un seul parti. C'est ça qui est bizarre. Et, excusez-moi, là, mais je pense qu'on doit commencer
Puis ces gens-là se demandent pourquoi ils sont en train de crever au niveau financier. Je parle des médias traditionnels. C'est sûr que d'attaquer un lecteur sur, peut-être même 2 sur 3, ou si vous êtes à la télévision, peut-être un auditeur, téléspectateur, 1 ou 2 sur 3, et que parce qu'il a une vision du monde qui est plus traditionnelle, il devient automatiquement d'extrême droite, alors que c'est un mot qu'on ne devrait jamais utiliser. Extrême droite, c'est pour une seule chose. Ça n'a rien à voir avec le vaccin, ça n'a rien à voir avec QAnon, ça n'a rien à voir avec... L'extrême droite doit être utilisée sur une seule et unique chose. Les gens qui se mettent des cagoules blanches à la tête, qui sont des purs racistes et qui veulent que leur race domine les autres races. Les xénophobes, là. C'est ça l'extrême droite. Ça, c'est l'extrême droite. Voilà. Pas des gens qui en veulent à Trudeau parce que Trudeau est trop souvent avec des drag queens. Ça n'a pas rapport, ça. Parce que les drag queens s'en vont intervenir dans des écoles puis on n'est pas à l'aise avec ça. C'est pas ça de l'extrême droite, ça. Ça, c'est des gens qui embrassent des valeurs qui sont plus traditionnelles. Il n'y a rien d'extrême là-dedans. Au contraire, c'est probablement ce qu'il y a de plus normal. Mais ces gens-là, les journalistes qui viennent de je ne sais pas trop quelle souche, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi ils sont si différents du monde normal et que leur vision du monde normal, la leur, est si différente de la nôtre. Mais une chose est sûre, que eux autres qui soient complètement dans le gauche, OK, mais commencer à attaquer les Canadiens et les Québécois qui ont des visions comme Poilievre, qui ont des visions plus conservatrices et plus traditionnelles comme étant de l'extrême droite, je pense que enough is enough. Là. Et de voir que Poilievre, à sa manière, est capable de d'abord leur mettre... D'ailleurs, cette journaliste-là sur Twitter, après, était contente de son coup. Il ne m'a toujours pas répondu à mes questions. Elle s'est fait démolir. Poilievre, il a mis le nez dans son caca. Elle n'était pas capable de dire de qui elle parlait parce qu'elle a parlé d'experts. Elle a parlé de gens qui lui disaient « Ah, mais monsieur Poilievre, vous êtes en train de courtiser l'extrême droite. » Le gars, il parle du prix de l'essence. Oui. Il parle du prix des maisons et il parle du prix de la bouffe à l'épicerie et dans les restaurants. Et elle, sa question, c'est pourquoi avez-vous toujours l'intention d'attirer des gens de l'extrême droite? Et lui, il dit, mais oui, mais ça vient de où ton affaire? Elle dit, il y a des gens qui trouvent que... Qui sont ces gens? C'est qui les gens? C'est des gens, ce sont des experts. Mais qui sont les experts? Elle est incapable de les nommer. La vérité, c'est elle et ses 4-5 amis dans le même autobus qui viennent d'organisations médiatiques qui se ressemblent tous et toutes, surtout beaucoup de femmes pro-Justin. Beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait aux femmes. Ma blonde a dit, voyons, il n'est même pas si beau que ça. Je ne sais pas si ta blonde le trouve beau, là, mais il a réussi à endormir beaucoup. On le voit dans les intentions de vote, d'ailleurs. Oui. C'est documenté par Angus Reid. Beaucoup de femmes, et surtout des femmes médiatiques, qui sont quasiment prêtes à démolir leur carrière et l'intégrité qu'ils ont ou encore leur réputation. Parce qu'il faut que tu sois, tu sais, journaliste, là, le plus important. Chroniqueur, c'est tel que tel. Mais journaliste, ça doit être dur, tu dois démontrer à chaque jour que tu fais un travail neutre, que ça n'a rien à voir avec que toi, ce que tu penses, que toi, la vision que tu as. La seule chose que tu veux, c'est montrer la vérité puis la chose que tu as devant toi. Très dur, mais c'est le job qu'ils ont choisi. Il n'y a pas personne qui les a forcés d'aller là. Et là, ces femmes-là sont à la guerre pour Trudeau et contre Poilievre et sont prêts à aller jusque-là. Entre vous et moi, elle mentait, là. C'est carrément du mensonge. Je veux dire qu'il n'y avait pas de monde, il a dit ça. Elle n'a pas d'expert à citer. Non. Elle parle de elle-même et ses quelques amis journalistes avec qui elle parle régulièrement. Sans doute un petit groupe Messenger dans lequel tout le monde se craint là-dedans. Mais sérieux, ça commence à être dégueulasse. Mais le plus drôle, c'est que ces gens-là se demandent après pourquoi ils mettent la faute, la faute de ce risque de disparaître sur Facebook. Mais ils se demandent vraiment pourquoi les gens sont maintenant en train d'écouter des petites stories sur TikTok ou encore sur Instagram au lieu d'écouter des affaires de même. Tu sais, je veux dire, on veut pas... ça nous décourage. Là, après ça, les gens sont peu intéressés à la politique. Mais oui, mais on n'est pas intéressé à la politique. Pas de la manière que vous le faites. On s'est biaisé à mourir. Donc, il n'y a personne qui peut accepter ça. Et Éric Duhem, comme je le disais, Éric, c'est quelque chose qu'il peut apprendre. Contrairement à... Tu sais,
Tu peux pas apprendre ben être intelligent. Tu es intelligent ou tu ne l'es pas. Lui, il est hyper intelligent. Mais ça, ce genre de patente-là, ça s'apprend. Ça veut dire que de prendre un peu la recette Poilievre. Il ne se laisse pas faire. Et ça a été fait de manière très polie, ça a été très correct. Et moi, je pense que that's the way to do it. Tu sais, Poilievre, là, il fait pas de la politique pour les journalistes. Il fait de la politique pour le monde. Puis j'ai l'impression que Duhem a à apprendre de ça. C'est que c'est pas important. Les journalistes, ils sont peu. Je comprends qu'eux autres, ils peuvent influencer le monde, là, mais c'est au monde à qui tu dois faire pour qui tu dois faire la politique. Exact. Et les journalistes, il faut qu'ils aillent d'une manière... Justement, il faut qu'ils collent certains mots à Poilievre. Il faut qu'ils collent comme des étiquettes. Oui, parce qu'ils savent, ils connaissent, ils savent comment faire. Le narratif. Exactement. Tu as juste à mettre des étiquettes, tu le répètes, là, ça vient ça. Puis là, à un moment donné, dans les gens qui t'écoutent ou qui te lisent, là, ils disent Poilievre, puis là, ben, le gars dit moi, je vais voter Poilievre. Hein? Tu vas voter pour ce gars d'extrême droite-là? C'est ça. Là, tu dis, de quoi tu parles? Parce que de l'autre bord, tu as un bilan. Tu as le bilan de Trudeau. Il est quand même là depuis 2015. Tu as le bilan de Trudeau qui est un désastre monumental. Donc, comment tu fais pour te battre contre ça? La seule chose que tu as, c'est faire ce qu'ils font là. C'est les dernières cartes qui leur restent. Effectivement. Mais tu sais quoi? J'étais comme... j'ai dit souvent, Trudeau va être là jusqu'au temps qu'il le décide, à cause justement de son appeal envers les femmes et les jeunes, les millennials. Et là, le marasme économique qui s'est accentué vraiment beaucoup depuis 60 jours. Au niveau des hypothèques, les gens renouvellent, la bouffe, l'énergie, toutes ces affaires-là. Il n'y a aucun président, aucun premier ministre, il n'y a aucun dirigeant d'un pays sérieux qui peut passer à travers ça. Impossible. Même si ce serait un des nôtres qu'on aimerait puis qu'il y aurait un dossier impeccable puis que même si ces choses-là, lui, ça vient de lui, là. Tout ce que nous vivons, ça vient de ses politiques. Mais mettons que ça vient de politique étrangère, il y a des affaires que tu ne gères pas, puis que tu subis cette affaire-là, même là, tu n'es pas capable de passer à travers. Donc, imagine-toi quand tu es l'architecte de politique qui rendent les gens beaucoup plus pauvres qu'ils ne l'ont jamais été. Je ne peux pas te relever de ça. D'après moi, c'est peine perdue. Mais c'est cette armée de médias et de journalistes libéraux vont tout déployer dans les prochaines semaines et les prochains mois, parce qu'on le sait. Là. On n'est pas à l'élection encore. Il y a une élection qui s'en vient. C'est imminent. C'est imminent. Tu le vois que ça commence à trop brasser. C'est sûr que beaucoup de monde à Ottawa savent que ça s'en vient. Mon feeling, c'est que ça va être déclenché. On est quoi? On est milieu août. Mon feeling, c'est que d'ici 2-3 semaines, ça pourrait être déclenché. Même son ex va voter pour Poilievre. Ben, en tout cas, regarde... OK. Même elle l'a abandonné. Oui, ça se peut bien. Donc, même elle l'a abandonné. Hey, on fait une pause, on vient. Justement, Joe Hamel est avec nous. On va en parler de ça avec Joe. Beaucoup de choses à jaser. J'imagine Joe doit avoir son agenda de son côté, mais je veux l'entendre sur ce qui est arrivé avec Poilievre hier et surtout ce qu'on vient de jaser. Je sais qu'il est branché, donc on va lui parler dans quelques instants, ici même, sur Radio Pirate Live. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Joe Hamel est avec nous autres. Il est en studio avec nous la semaine passée, mais là, il est à Montréal, chez lui. Joe, t'es salué, mon ami. Je sais qu'on a beaucoup de sujets à jaser. On n'y niaisera pas parce qu'on a jasé dans l'ouverture du bout de Poilievre hier, où il a été excellent, autant sur le ton que la manière. C'est exactement ce qu'il doit faire parce qu'il sait très bien que la campagne va... il n'y aura pas à se battre nécessairement comme Justin Trudeau, qui est probablement pas de taille face à lui, mais il y aura à se battre contre l'armée de médias anglophones, surtout parce qu'au Québec, ça risque d'être le bloc anyway. Donc, les journalistes d'ici vont faire un peu de merde à Poilievre, mais ils vont s'assurer que le bloc rentre pas mal fort. Moi, j'ai adoré ce bout-là. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en retiens. J'ai mélangé un peu de Éric Duhem, que j'ai trouvé en grande forme cette semaine. Je sais que tu as mangé avec lui cette semaine. Peut-être la seule chose qui lui manque un peu, c'est justement de faire ce petit côté edgy, mais en même temps poli, de revirer les questions un peu, qu'on sait très, très piégées des journalistes pour établir leur étiquette qu'ils veulent mettre sur quelqu'un qu'ils ne veulent pas voir en politique. Oui, écoute, j'ai adoré l'intervention de Pierre Poilievre. Il nous a habitués à ce genre et je pense que là, c'est de plus en plus évident.
que les journalistes tentent ils tentent de l'attaquer avec des affirmations qui sont souvent biaisées ou tendancieuses. D'ailleurs, c'est ce qu'il a répondu à la journaliste, qui l'accusait de faire du dog whistle pour attirer l'extrême droite. Ça, c'est une espèce de message codé, c'est-à-dire que, selon la journaliste, Pierre Poilievre utiliserait des thèmes pour, comme tu le mentionnais un peu en introduction, s'adresser à l'extrême droite. Et on remarque qu'on n'a défini jamais c'est quoi l'extrême droite, alors que... Moi, ça commence à m'énerver pas mal, l'utilisation à l'extrême de ce mot-là. Là. Exactement. Donc, tu sais, quand tout le monde est extrême, quand tout le monde fait partie de hashtag l'extrême droite, il n'y a plus d'externalité négative de faire partie de l'extrême droite. Là. Donc, vous devriez utiliser ce mot-là avec parcimonie. Oui. Donc, non, j'ai adoré son attitude et il le fait de manière polie et très solide. Là. Donc, comme disait Mr. White un peu à la pause, c'est la journaliste qui a l'air folle un peu là-dedans. Donc, je pense que c'est la façon que la droite doit s'exprimer et répondre aux journalistes. On doit leur répondre. Je crois, moi, je l'ai dit plusieurs fois à Éric aussi, je crois qu'Éric Duhem devrait avoir cette attitude-là parce qu'il a la capacité, il a l'intelligence et ça prend aussi, Jeff, tu sais, la verve, ça prend, tu sais, l'étincelle, comment je te dirais ça, mentale pour répondre, tu sais, faut que tu sois sur le timing et avoir la capacité de répondre on the spot. Et je pense qu'Éric, il a cette capacité-là. Oui, c'est juste un petit réalignement de stratégie et comprendre surtout à la base que les journalistes le détestent. Ils méprisent toute sa base et everything they stand for, oui. toutes les valeurs qu'il défend. Les journalistes le méprisent profondément et ils méprisent aussi ces journalistes-là, cette petite clique d'élite journalistique méprise, on l'a vu, ça va nous permettre de faire le pont sur notre autre sujet, méprise la moitié, sinon pas le trois quarts du Québec, là, avec des affirmations des fois qui sont complètement déconnectées de la réalité, vise des projets, des agendas politiques qui visent une diminution du niveau de vie d'une majorité de Québécois. Donc, pour finir avec ça, ben moi, je suis de plus en plus confiant de voir Pierre Poilievre, de la façon dont il fait campagne, puis là, on le voit, là, tu as vu là, avec le jeune, là, quand il faisait du sparring avec le jeune, je pense que c'était un combat de UFC ou quelque chose comme ça en Ontario, avec les communautés culturelles, il est partout, il y a des foules, il y a un réel attrait pour Pierre Poilievre, ce qui n'est pas le cas. Partout où Justin Trudeau va, il se fait crier après, et ouais. Il y a des raisons derrière oui. ça. Oui. Et je te dirais aussi que... tu sais, ce qu'on voit là, c'est... on avait parlé avec le prof Caron la semaine passée, je pense que c'était sur Radio Pirate Prime. Mais tu sais, lui, il disait, Trudeau s'en va vraiment avec... C'était au lendemain là, de la photo à Barbie avec son gars. Il y avait un statement politique derrière ça pour effectivement faire réagir les gens qui allaient réagir en disant, regardez, c'est la gang à Poilievre, eux autres, ça les dérange que je vais voir Barbie avec mon gars. Il y a comme une expression pour ça, d'ailleurs, Joe. Tu dis générer de l'opposition. Exact. Il génère de l'opposition de cette manière-là. Mais c'est vraiment une élection, un peu comme on l'a vu dans certains pays. On le voit aussi, on me dit qu'en Argentine, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On l'a vu en Italie, on l'a vu à paquet de places. C'est le nouveau monde woke, un peu sauté green, très, très, très à gauche contre eux, ce qu'ils appellent l'extrême droite. Et pour eux, l'extrême droite, de ce que je comprends, c'est les gens qui aiment la famille, donc les valeurs traditionnelles, qui ont un peu de misère avec les monsieur, madame qui s'en vont dans les écoles parler de sexualité avec des enfants de 6-7 ans. Et ça inclut en partie la majorité des immigrants en passant, ça? Oui, c'est exact. Donc, c'est vraiment vers ça qu'on s'en va. Et j'ai l'impression que oui, Trudeau va peut-être garder sa base de millennials, la communauté gay, etc. Oui, il va garder une certaine... Mais il ne peut pas gagner le reste. La classe moyenne souffre trop en ce moment. Non, exactement. Puis il n'y a plus l'étincelle, je pense. Puis moi, j'aimerais faire remarquer que la gauche moralisatrice qui ne parle que de climat et de genre, pensez-vous vraiment être edgy avec ça, là, puis être un peu marginal, puis c'est quelque chose de cool, là, comme si c'était le début des années 2000? Vous faites partie, vous répétez les talking points de l'establishment à la journée longue, là. Oui. Le département marketing de Goldman Sachs parle juste de climat puis de genre. Le World Economic Forum, à peu près tous les gouvernements, incluant ceux que vous considérez de droite comme François Legault, parlent de Barbada dans les écoles puis d'éliminer la moitié des chars, là. Fait à quel point vous êtes
comment pouvez-vous vous considérer comme faisant partie un peu de la rébellion? Exact. Les journalistes Ils sont plus edgy pantoute zéro. Ah non, vous êtes littéralement l'establishment que vous soi-disant combattez. Là. Est-ce que tu as vu le vidéo de la jeune journaliste Green du journal 24 heures, prochain journal qui va fermer après le métro, c'est clair. Journal complètement dérapé à gauche, qui appartient à PKP aussi. Donc ça, c'est des clickbait de Québécois. Moi, je pense qu'ils ont juste engagé une couple de jeunes naïves. Ils leur ont donné un MacBook puis 35 000 par année pour générer des clickbait. Mais là, elle est partie chez McDo puis elle fouille les McDo de Montréal pour voir lequel qui sert encore des thés glacés dans un verre de plastique. Oui! Non, mais c'est des malades. Là. Tu penses-tu vraiment que PKP croit à ça? Là? C'est vraiment des clickbait. Puis ça, c'est les idiots utiles à la fois des extrêmes green et de PKP. C'est quand même quelque chose. Là. Oui, c'est vraiment quelque chose. Hey, parle-moi un peu d'inflation. Les chiffres sont sortis. Le Québec est champion. Finalement, on est bon quelque part. Mais non, mais oui, le Québec, écoute, c'est 3,9 %. Puis là, rappelons que c'est l'inflation d'année en année, là, sur un an, et non pas depuis... Ce qu'il faut regarder, c'est l'inflation depuis l'hystérie pandémique, c'est-à-dire l'hystérie de dépenses budgétaires qui a été liée à, entre guillemets, mitiger la pandémie. On s'est rendu compte que finalement, c'est drôle, ça a un effet sur l'inflation alors qu'on nous disait que non. Donc, le Québec est l'endroit au Canada où l'inflation monte le plus vite sur un an. D'ailleurs, c'est 1 % de plus qu'en Alberta. C'est quand même quelque chose, là. Donc, et la Banque du... En fait, est-ce qu'on peut souligner quelque chose, Joe, sur le fait que les maisons sont moins chères en Alberta? Okay? L'économie est plus forte. J'imagine que tu parles des histoires de règles puis des terrains disponibles, etc. Mais les maisons, on en parle souvent avec Stéphane Bruyère, les maisons sont moins chères. Les salaires familiales sont quasiment souvent, dans certains coins, le double de chez nous. Les prix à la consommation en général, entre autres l'essence, ces choses-là, étaient déjà moins chères. Donc, ça veut dire que nous, on est plus pauvres par rapport à eux de beaucoup. Et on payait déjà plus cher qu'eux pour les maisons, pour l'essence, pour la bouffe, pour les restos, pour le vin à la SAQ comparativement au vin qui est offert dans les magasins en Alberta qui sont privés. Donc, le 1 % pour nous, là, il est énorme parce qu'on est plus pauvre et on payait déjà plus cher. Exact. Et ça a un effet... écoute, c'est rendu indécent. Là. Je t'écoutais avec Jérôme Blanchet-Gravel hier. Je suis content de voir Jérôme sur Radio Pirate. Puis je salue au passage. Je savais pas qu'il avait repris complètement Libre Média. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Moi, j'aime beaucoup Jérôme depuis le début. Puis d'ailleurs, j'ai contribué à un article sur l'inflation qui va sûrement paraître aujourd'hui ou demain. Puis c'est ça. Et ce qu'il faut questionner, c'est qu'est-ce qui a créé cette inflation-là? Pourquoi c'est arrivé alors que la majorité des banques centrales et des experts économiques prédisaient que, un, il n'y allait pas en avoir, que, deux, ça allait être transitoire, que finalement, ça allait être un petit peu plus long. Puis là, ils sont rendus à dire que finalement, ça va être beaucoup plus long que prévu. En fait, ils disent plus grand-chose. Puis la situation dans laquelle la Banque du Canada est présentement, c'est que là, il y a eu un petit rebond. C'est-à-dire que la baisse de l'inflation, elle a cessé. Il y a eu un petit rebond en juillet. Et là, moi, je crois qu'ils vont continuer d'augmenter lors de la prochaine rencontre. Ils vont continuer d'augmenter de 0,25. Pourquoi? Parce que s'ils arrêtent les hausses et que l'inflation continue de monter et qu'ils font une pause, c'est pire pour eux de recommencer après. Donc, c'est mieux pour eux de continuer sur la tendance de hausse pour, du moins, maintenir le peu de crédibilité qui leur reste. Parce que, rappelons-le, la Banque du Canada a fait une erreur de politique grave en attendant beaucoup trop longtemps avant de monter les taux. On en parlait, Jeff, à l'automne 2020. Moi, je pense qu'il aurait dû lever dès le premier trimestre de 2021. Ils l'ont fait au début de 2022. La courbe de la hausse des taux serait beaucoup moins abrupte s'il l'avait fait un an avant. Oh oui. Et on serait probablement dans un autre univers économique aujourd'hui, mais on doit subir les décisions actuellement de ces apprentis sorciers. Oui. Décision COVID, là, c'est tout relié à la gestion COVID, rappelons-le. C'est très important de le rappeler. Les gens ont comme oublié. On est comme ça, on oublie, mais c'est... Et là, encore la bouffe et encore les restos. T'as vu cette semaine, là, on entend des histoires. Les gens, des boomers qui n'ont plus de maison à payer, ils n'ont plus rien. Ah, ben moi, j'allais manger à chaque semaine avec ma femme une petite poitrine. Mettons, je suis certain qu'il parlait de Saint-Hubert. Et là, ben maintenant, j'y veux plus. Je m'en vais à l'épicerie, on se prend une poitrine qui est déjà cuite, puis on se fait le même souper, mais à la maison.
Puis c'est comme ça. Donc, d'autres restaurants qui ferment, etc. On entend toutes sortes d'histoires sur les restaurants. Les restaurateurs, en tant que tels, ne savent plus où donner de la tête. Ils ont des augmentations de leurs fournisseurs. Le prix des salaires d'employés qui devraient gagner, on va se le dire, qui devraient gagner 12, 13 de l'heure, qui sont rendus à 21, 22, 23 piastres de l'heure. Donc, refilés sur la facture du consommateur. Et là, en plus, les épiceries qui n'arrêtent pas de monter plus que partout ailleurs en Amérique. On va dire de quoi, là? Je veux dire, Legault, son bouclier anti-inflation ne marche pas bien, là. Ouais, le bouclier anti-inflation, là. Hey, pour moi, il a été acheté sur le panier bleu, ce bouclier-là. Il n'est pas très, très effectif, disons, pas très efficient. Écoute, dans les restaurants au Québec, c'est indécent, là. Je te dis, là, Jérôme nous disait hier que ça coûte plus cher qu'à Paris, puis je le crois, là. C'est indécent. On commence à voir... J'ai aimé votre intervention hier sur... je suis content de voir que tu as adopté ma doctrine de les humilier. Non, il faut. Les humilier, pourquoi? Parce que ces gens-là visent... Il faut l'expliquer. Et je pense qu'on est à un point tournant, à un point où on voit maintenant le commun des mortels être affecté par ces politiques-là. Avant, ils parlaient de trucs green, mais c'était quand même loin dans le futur, puis c'était assez théorique. Là, la majeure partie de leur mauvaise politique a une influence sur vos vies. Fitzgibbon qui dit vouloir éliminer 50% des voitures au Québec, là, c'est quand même une affirmation extraordinaire là, quand tu la considères sur le fond. Là. C'est incroyable. Les impacts de ça pour la majorité des entreprises et des familles au Québec est énorme. Et il n'y a pas eu vraiment à se... En fait, il a doublé la mise. Il aurait pu dire « je me suis mal exprimé, je parlais dans le futur ». Non, il a doublé la mise à la rentrée de l'Assemblée nationale hier. Et le plus drôle, Jeff, c'est que ce matin, le gouvernement du Québec et Ottawa, ensemble, annoncent un financement des subventions de presque 650 millions pour la construction d'une usine de batteries de Ford à Bécancour. Incroyable. Donc, tu peux quand même affirmer... Donc, on fait des chars pour les autres. On fait des 24 heures. On va faire des batteries de chars pour les autres. Pour ça, je comprends. Là. Ben, exact. Mais c'est le monde... C'est une place de fou. C'est une place de fou. Et c'est là que j'ai aimé hier votre intervention, c'est que l'impact qu'on peut avoir dans votre communauté, dans votre entourage, c'est que c'est discuté, puis quand quelqu'un souligne ces nouvelles-là, c'est important de souligner à quel point ils sont incohérents et à quel point ils détestent votre mode de vie et vous méprisent profondément. Et c'est pour ça qu'ils doivent être... Et il n'y a personne qui a voté pour ça, la carboneutralité. Là. Il n'y a personne qui est prêt à mettre 1$ par année pour atteindre ça. C'est le bout du discours à Fitzgibbon qui n'a pas rapport. Il dit, tout le monde parle de carbone neutralité, vous voulez atteindre la carbone neutralité, mais personne ne veut faire un effort. Il va falloir se débarrasser de la moitié des chars. Excusez-moi, je connais personne qui me parle de carbone neutralité, à part des journalistes, à part les Greens, à part les politiciens, toute la même gang. Exactement. Puis, tu sais, je continue de le dire. Oui, je pense que nominalement, il va y avoir plus de véhicules électriques, probablement plus des petites voitures, etc. La transition qu'on nous promet, elle n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas comme le iPhone a supplanté les flip phones. Là. C'est un mensonge et c'est de plus en plus évident. Alors qu'on voit maintenant la guerre, Jeff, il disait « Oh, il n'y a pas de guerre à l'auto. » Non, il y a une guerre ouverte à l'auto. Et remarquez, je revenais de Québec la semaine dernière, puis après avoir passé une couple de jours aux États-Unis, remarquez à quel point c'est incroyable de rentrer à Montréal, autant par la 40 que la 20. Okay? Quand tu arrives par la 20, à la hauteur de Saint-Hyacinthe, ça commence déjà à jammer. Tu étais quand même à presque 50 km de Montréal. Ouais. Il y a 2 voies à chaque bord, puis tu as un genre de terre-plein de gazon d'à peu près 150 pieds entre les deux, puis des champs à chaque bord. Oui. Il y a beaucoup de place. Là. La région de Montréal, c'est à peu près 5 millions de personnes, la région métro. Là. Arrive dans la région de Philadelphie. C'est incroyable de voir une entrée de ville avec 2 voies vers le tunnel. Un chemin de vache, Jeff. Un chemin régional, sacrément. Arrive dans les environs de Boston, Philadelphie, même des Cincinnati, etc. Non, c'est 4-5 voies de large. C'est de large chaque bord. Arrive sur la 401. Les péquistes et la droite cravenée aiment bien mépriser Toronto. Sacrément, quand tu arrives à Toronto, c'est à 401 puis c'est à 417. Il y a 4 voies de large chaque bord. Exact. Donc, on peut-tu avoir... Ça, c'est un projet de société, M. Fitzgibbon. Ça prend 4 voies chaque bord de Saint-Hyacinthe à Montréal et de Repentigny sur la 40 à Montréal également. Même chose dans l'Ouest. Ça a un impact direct sur le PIB parce que, écoute, il y a un bottleneck incroyable 7 jours sur 7. Voyons, c'est débile, là.
est-ce que tu trouves quand même qu'ils ont certaines mesures? OK, nous autres, on est là, il y en a, on est entouré de gens, on s'entoure habituellement de gens qui nous ressemblent, donc de gens réveillés. Mais il y a quand même, on l'a vu pendant la COVID, on a eu d'autres. Ils utilisent un peu le confort des Québécois pour faire un peu ce qu'ils veulent. Et peut-être que cette semaine, on a quelques-uns qui ont réagi, mais je ne suis pas certain que M. Tout-le-Monde, encore une fois, comme tu le disais tantôt, parce que c'est théorique jusqu'à maintenant, il n'y a pas personne qui a perdu son char. Pour l'instant, tout va bien, mais on le sait qu'ils vont le faire de manière hypocrite, même s'ils disent le contraire. On le sait qu'on va finir à avoir un litre d'essence à 3 $. On le sait qu'on va être obligé de payer le stationnement quand on va dans un centre d'achat parce que le centre d'achat va être taxé pour le nombre de cases de stationnement qu'il a. On sait qu'ils vont tout faire ça pour donner de la misère et continuer la guerre à l'auto. Ça, s'il y a une affaire que je ne crois pas de ce qu'ils ont dit, c'est que non, on ne pénalisera pas, on ne changera rien, ça va juste arriver par soi-même. Ah oui, on l'a vu dans les 3 dernières années qu'ils n'utilisent pas les manières coercitives. Ouais, exact. Non, c'est purement volontaire. C'est un purement bon volontaire, gouvernement. Prend soin des Québécois, va pas diviser la population du tout sur des wedge issues. Là, on l'a vu, ça. Non, c'est exactement ça. Là. Hey, on parle pas là souvent, toi puis moi, de politique américaine, puis c'est dur à suivre, veux pas, là, on va se le dire. Toute l'histoire de Trump est dure à suivre, mais moi, il y a quelque chose là-dedans. Je voulais savoir si, je sais que tu étais aux États, tu as peut-être fouillé un peu ce qui se passe. C'est dur à comprendre, parce que c'est quasiment une job à temps plein en tant que tel de suivre ces dossiers-là, mais un peu de loin, là, je voyais que l'histoire de la Georgie, c'est comme un genre de patente où Trump a posé des questions à un haut placé, je pense que c'est le gouverneur ou un haut sénateur, je pense que c'est le gouverneur de l'État de la Georgie, sur des chiffres qu'on peut trouver, là, on peut voir certains documents qui semblent officiels et qui nous montrent qu'il y a des anomalies, c'est clair. Est-ce que ces anomalies-là sont explicables? Est-ce que c'est carrément ce qui s'est passé? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il y a au moins assez de stock pour que quelqu'un qui est en élection, puis que dans une élection un peu bizarre, on a eu beaucoup de ballots, puis beaucoup de votes par la poste à cause de la COVID et tout ça, qu'il y a au moins quelque chose à poser des questions, puis à essayer de fouiller, puis de trouver la vérité là-dedans. Parce qu'on a comme l'impression, les gens qui sont anti-Trump disent hey, le gars a quasiment commis des crimes, mais quand tu fouilles, tu te dis mais comment quelqu'un peut se ramasser là, à part que par un but démocratique de l'empêcher de participer à la prochaine élection. Quand tu regardes ça, c'est quand même assez flyé. Peut-être qu'il manque des bouts, là, mais... Écoute, je ne suis pas un expert du dossier des poursuites de Trump, là, mais il semble définitivement avoir une tangente parce qu'il y a certains États, certains districts judiciaires américains où tu as des procureurs et des juges qui sont ouvertement, pas ouvertement, mais ça a été nommé par... Donc, c'est beaucoup plus partisan. Donc, tu peux déposer une poursuite dans un État et un district qui peut te servir politiquement. C'est moins le cas au Canada. Là, c'est moins... oui, on sait que les juges sont nommés par la politique, là, mais c'est quand même pas aussi... là, ce qui est dangereux, c'est qu'on voit, c'est digne d'une république de bananes. Là. Exact. Est-ce que Trump, comme l'histoire des fausses inscriptions, c'est une poursuite au civil pour avoir payé l'autre, là, la Stormy Daniels. Je veux dire, c'est des trucs civils. Là, l'autre affaire, c'est un peu monté... c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est surtout le nombre. En fait, c'est clair que la stratégie, c'est de l'inonder de procédures judiciaires là, et tenter de le discréditer avec ça. Sur le fond, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est en train même de backlasher. Est-ce que lui va se présenter comme en victime et dire, regardez, c'est parce qu'on va gagner, puis là, ils veulent nous abattre. Fait qu'on sent que, d'ailleurs, Trump prend ça de front. Dès qu'il reçoit comme une mise en accusation, il la publie lui-même. Donc, je pense qu'il essaye de comme prendre le devant là-dessus. D'ailleurs, il ne baisse pas là, dans les intentions de vote. Il est de loin le candidat favori des Républicains, je pense à 40 facile. Là, ce que je trouve intéressant, c'est que Vivek dépasse DeSantis dans certains États. Il est rendu deuxième. Vivek ressemble un peu à Pierre Poilievre là, de la façon dont il répond aux journalistes. Il est très clair sur quelle partie du gouvernement il voudrait abolir. D'ailleurs, c'est un immigrant. Non, né aux États-Unis. Es-tu né aux États-Unis, Vivek? Et s'il veut être président, il n'y a pas le choix. Exact. Je pense qu'il est né aux États-Unis, mais une famille indienne, je crois. Self-made, fait de l'argent là, dans je pense, le marché, le développement de produits pharmaceutiques. Et ça pourrait être un excellent, je pense, colistier là, pour Trump. Là, l'image du jeune self-made immigrant d'une famille immigrante. Mais as-tu l'impression que
bon, on sait, là, on peut mélanger tout ça, là. Politique, mouvement de gauche, hors politique, les médias, tu sais, je veux dire, on peut tous les nommer, sauf Fox News, puis une couple de gros joueurs sur le web, là. Est-ce que tu as l'impression, puis j'inclus le Canada là-dedans, puis aussi le Québec, as-tu l'impression, puis j'en ai glissé un mot tantôt, peut-être en ouverture ou encore avec toi au début, mais on a comme le feeling qu'il y a vraiment une certaine volonté de beaucoup de gens qui ont énormément de pouvoir de par leur statut de journaliste, de membre des médias, etc. Ils ont une grande difficulté à accepter qu'il y a deux partis ou trois partis. Il y a comme un désir d'éliminer tout mouvement conservateur qui rappelle les anciennes années. Donc, d'éliminer carrément, donc d'étiqueter comme étant une gang de dépassés, une gang de gens qui devraient disparaître, donc les républicains au Canada. Même chose avec les conservateurs au Canada. On a fait à peu près la même chose en collant le même type de liner sur Éric Duhem et les coucous qui l'appuient au Parti conservateur. J'ai comme l'impression, parce que, tu sais, j'essaie de comprendre. Des gens comme CNN qui sont en fin de vie, le New York Times a eu ses meilleures années quand Trump était là. Ils ont des années difficiles depuis qu'il n'est plus là. Ces gens-là ont tout intérêt à voir Trump contre Biden à la prochaine élection. Et sais-tu quoi? Et même de l'avoir encore 4 ans comme président, parce que pour eux autres, c'est peut-être un 4 ans de plus qu'ils n'ont pas et qui sont peut-être même en mode disparition là pendant qu'on se parle. C'est le bout que je ne comprends pas dans toute l'histoire. Non, exact. Puis, en fait, je pense que c'est un peu l'émergence et la montée des petits dictateurs décomplexés. Là. Tu vois les journalistes vedettes qui, au final, sont des gens pas très intelligents et pas très impressionnants. Là. Ça commence à être la mentalité dominante dans l'opinion, pas dans l'opinion, dans la sphère publique. Mais comme on a mentionné un peu en introduction, ça ne se reflète pas dans la population en général. Donc, ils ont intérêt à maintenir cette illusion-là que la plupart des gens, tu leur demandes pourquoi ils détestent Trump, ne sont pas capables de l'exprimer clairement. Là. Il y a clairement un mouvement, il y a une obsession médiatique qui a été formée autour de ça, mais factuellement, les gens ne sont pas tellement capables d'exprimer pourquoi. Ah, c'est un criminel, ah, la Russie, ah, c'est toutes des choses qui ont été... c'est très flou. En fait, c'est un peu comme... Ça revient directement à l'affirmation de la journaliste à Pierre Poilievre. C'est une affirmation floue et vague qui n'est jamais challengé à la base. Donc, la droite se doit de répondre à ça. Et la différence, elle est quand même claire. Tu sais, je veux dire, on a des opposants idéologiques, Jeff. On peut même dire que c'est des ennemis au sens large, parce que c'est des gens qui nous détestent et qui veulent nous détruire. D'ailleurs, on a essayé à plusieurs fois. Des gens qui s'attaquent à nos familles, à notre mode de vie, à notre revenu. L'inverse n'est pas vrai. Tu sais, moi, je ne suis pas en accord. Je suis pas en accord avec bien des gens, puis je l'ai souvent exprimé. Mais je veux dire, j'en veux pas à ces gens-là. Non, je veux pas manger leur lunch. Tu sais, personnellement, j'en ai rien à crisser là, de leur vie, puis je veux pas qu'ils soient cancellés. Mais là, je te dirais que c'est en train de changer. Ma vision est en train de changer parce que là, enough is enough. Ouais, ben je veux dire, tu sais, à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, je veux dire... mais c'est la différence fondamentale entre les mouvements autoritaires, comme on voit actuellement la gauche, alors que la gauche, avant, le reprochait à la droite. Ah, tu sais, la droite qui veut la guerre... Je vous rappelle que maintenant, la gauche a cheerleadé pour Pfizer et veut envoyer des fucking tanks et des avions en Ukraine. Là. Oui. Donc, ça, c'est quand même un switch incroyable en espace de 15-20 ans. Donc, ça, c'est le monde qui manifestait au sommet des Amériques là, contre la mondialisation. Là, ils veulent un monde mondialisé, en guerre et dominé par l'industrie pharmaceutique à coup de décrets liberticides comme on a vu notamment au Québec. Ben, c'est des gens qui, il n'y a pas longtemps, allaient à la TV pour nous parler de médicaments naturels puis de ne pas prendre aucun médicament contre le cancer, que c'était dangereux. Puis aujourd'hui, c'est devenu les plus grands vendeurs de tout ce milieu pharmaceutique-là. Non, c'est une époque complètement sautée, mais sérieux, en tout cas, moi, je regarde ça, c'est vraiment bizarre, puis regarde comment ils se positionnent au Canada, puis on le voit au Québec, c'est devenu quasiment, la politique est devenue un genre de... Tous les acteurs autour de la CAQ, c'est comme, ça n'existe pas, on dirait même des fois qu'ils sont dans un même parti. Même chose, tu vois le Bloc qui fait équipe avec les libéraux de Justin Trudeau pour C-18. Tu as le NPD souvent qui donne des bécos pour avoir des choses que eux autres veulent avec le... Ça veut dire qu'ils sont dans un contexte de gouvernement minoritaire, mais quand même, c'est des partis politiques qui se ressemblent énormément. Hey, c'est vraiment différent. Est-tu mauvais, lui, Singh? Parce que, imagine, on en parlait là, hier, j'ai fait un petit débat là-dessus avec quelqu'un.
Imagine l'opportunité qu'il a, Singh, alors que Trudeau est en chute libre. Moi, je pense que Trudeau baisse, là. Ben oui. Et il perd à la fois, il a perdu l'appui de l'ancienne droite libérale, là, la communauté financière de Toronto, les gens qui votaient un petit peu plus au niveau économique, ça, il les a plus, ça, c'est sûr et certain. La gauche, Singh devrait viser ça, là, devrait reprocher à Trudeau, vous avez menti, vous n'êtes pas la vraie gauche, puis tenter de le doubler par la gauche et de viser l'opposition. Saute-y dessus, fait tomber le gouvernement, puis go en élection. Oui, on sait que Poilievre va gagner, probablement avec les sondages qu'on voit, mais toi, vise l'opposition. Qu'est-ce que tu as à gagner d'être à la remorque de Justin Trudeau? Je comprends pas. Ça va juste être pire en passant. Puis d'ailleurs, tantôt, tu disais qu'il va y avoir une élection. Moi, je pense, d'ailleurs, j'en parlais avec un ami, je pense que plus il va entendre, pire ça va être. Fait que c'est probablement ça qui va déclencher l'élection, c'est le fait qu'ils vont probablement tenter de faire une espèce de la poudre aux yeux. Là. C'est ça, c'est exactement ce que je vois. Je me dis que quand on regarde la manière que ça se passe, plus il attend et plus ça va être une volée. Donc, il y a tout intérêt à déclencher ça le plus rapidement possible. Pour avoir, du moins, s'il perd, peut-être espérer au moins juste une victoire minoritaire des conservateurs. C'est peut-être... c'est ça, le best case scenario, c'est probablement lui, là. Exact. En fait, je pense que le mieux qu'il peut espérer, c'est... mettons, best case, les conservateurs s'effondrent, ils pourraient peut-être être minoritaires, mais moi, je pense qu'on a vu la fin de Justin Trudeau, dans le sens où on a vu le pic. Je pense pas qu'il va revenir. La politique peut nous réserver des surprises, mais ce qui est de valeur, c'est que Singh n'est pas assez bon pour aller voler des votes aux libéraux pour diviser et faire passer les conservateurs. Singh, le gars est totalement absent. Ça devrait être le gars qui le défend. Ils sont durs à suivre. QS est pareil. Ça devrait être lui en ce moment qui est en train de quasiment s'égorger à crier un peu partout qu'il est là pour défendre les gens qui sont sur le bord de perdre de maison, qui ne sont pas capables d'aller à l'épicerie. Le monde qui braille dans les TikTok qu'on voit, là, qui disent qu'ils sont sur le bord de perdre leur maison, puis qui s'en vont travailler, puis qui gagnent 35 de l'heure, 40 de l'heure, puis qui n'arrivent pas. Il devrait s'occuper de ce monde-là. Le gars est complètement invisible. Non, il n'est pas là, puis il est vraiment à la remorque de Justin Trudeau. Ça a été un coup de maître pour eux, les libéraux, de l'avoir attaché avec ça. Là. Ils ont vraiment ligoté un opposant politique qui pouvait les dépasser sur la gauche. Et lui, ça l'est fermé. On a des acteurs politiques sur la gauche qui ne sont pas très intelligents et pas très impressionnants. Yes. Thank you, Joe. C'est bien le fun. Toujours mieux quand on te voit live, mais gars, on est chanceux de t'avoir. Joe Hamel est avec nous autres sur Radio Pirate Live en ce jeudi. Je partais pour dire mercredi. C'est jeudi. On est jeudi, donc on lance le week-end tantôt, mon ami Jerry. Oh oui. Mais juste avant, Jerry va faire la boîte, ici même sur Radio Pirate Live. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. La boîte à Jerry en ce jeudi. Son cousin Germain va lancer le week-end dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte aujourd'hui, Jerry? Tu parlais d'économie avec Joe Hamel, tu parlais de Singh. Tu sais, le gars du NPD, là, tout ce qu'il a demandé, Jeff, c'est une enquête sur le profit des épiceries au Canada. Là. Lui, il voit l'économie complètement... Lui, il voit pas Singh... Lui, c'est l'entreprise privée qui fait les poches au monde. Il a peut-être en partie raison, mais lui, l'inflation dans la bouffe ou l'inflation en général, c'est pas la cause, c'est pas le gouvernement qui a fait ça. Ouais. Il voit pas ça du tout, lui. Il voit zéro ça. Là. C'est pour ça que tu dis, on l'entend pas bien, le gars. Tu peux pas bien l'entendre. Il comprend pas trois patentes. Là. On parle d'inflation. Un gars qui gère... Passez à ça 2 secondes. Là. Il y a un gars qui est boss. Ce fonds-là, il l'appelle le fonds norvégien, un des plus gros fonds au monde. Le fonds souverain norvégien, c'est 1450 milliards de dollars. Ça commence à être de l'argent. Oui, un fonds green. Un fonds green. Le gars s'appelle Nicolas Tangen. Lui, il a parlé il y a quelques jours. Le gars du fonds norvégien. Par rapport à l'inflation, lui, c'est-à-dire qu'il a une vision mondiale, on s'entend-tu, là, par rapport à l'inflation. Lui, il dit l'inflation, là, où que l'inflation va coller, là, c'est dans la bouffe. C'est ce qu'il a dit. Donc, quand on parle des huiles, oui. les huiles,
le bœuf. Il parle même des pommes de terre. Donc, il y a certains produits où c'est des produits essentiels. En fin de compte, des huiles de partout. Oui, mais ça. C'est pas juste qu'on fait nos Donc, frites à la maison. tout ça va continuer à augmenter avec un pourcentage plus élevé que l'inflation on devrait avoir, qui est aux alentours de 2,5 %. C'est ça. L'inflation, la bouffe va être en haut. Puis lui, il ne voit pas la fin de tout ça. Là. Donc, payer cher pour notre bouffe, là, selon le grand boss du fonds norvégien, on ne l'a pas fini. Donc, c'est un peu décourageant. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? Il va falloir aller au panier extra. Il va falloir faire peut-être 3-4 supermarchés dans notre ride, dans notre semaine de magasinage. Comme je t'ai dit, des poitrines, c'est peut-être peu achetable. Des hauts de cuisse, c'est bon. Là. Des hauts de cuisse en spécial, c'est pas mal ça qu'ils vont manger. Là. Mais ce qui est inquiétant, c'est que là, la haute cuisse, ça fait. Et peut-être qu'à un moment donné, la haute cuisse va monter aussi. Après la haute cuisse, je peux pas manger la tête du poulet. Là. Non. C'est ça, là. À un moment donné, à un moment donné, ça ne sera plus de poulet. Ou ça va être du poulet moins souvent. Mais là, s'il n'y a plus de poulet, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, tu manges quoi? Poulet, c'est supposé être de la viande de pauvre. Là. T'sais. Oh, excusez. Par là que les pâtes, ça se mange, les pâtes de poulet. Oui, mais regarde, t'en mangeras. Moi, je vais sauter mon tour. Oui. On va manger beaucoup de paella. Oui. On va manger beaucoup de riz. Beaucoup de riz. Du riz avec pas grand-chose dedans. C'est ça qu'on va... comme certains pays, dans certains pays d'Asie du Sud-Est, où le monde sont très, 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 très pauvres, tout ce qu'ils mangent, c'est du riz. Là. Hey, l'histoire... Il y a une histoire qui ne veut pas mourir. L'histoire... c'est incroyable pareil. Là. L'histoire de la Bud Light. Oui. Non, mais là, ça finit plus. Il y a toujours quelque chose. Bon, on connaît l'histoire. Ils n'ont pas choisi la bonne personne pour faire la publicité. Il y a eu un bac. Le monde, les buveurs de Bud Light ils ont dit, ben là, ça ne me représente pas. Non, mais c'est le coup de gun de Kid Rock qui a fait la patente. Oui. La vraie histoire, c'est le vidéo viral qui a été vu par, je ne sais pas combien, je vais dire 100 millions de personnes, de Kid Rock qui démolit les caisses de 24 de Bud Light avec son genre de mitraillette. Ça, c'était killer. Ça s'est fait pas longtemps après. 3-4 jours après. Oui, c'est ça. Ouais. Mais là, l'histoire continue. On l'a vu, il y a quoi, il y a 2 semaines? Est-ce que je peux te rajouter des choses là-dessus? Avec ce qu'on vient de voir là, puis je sais que beaucoup de gens au Canada et surtout au Québec se pensent très différents de ce qui se passe au sud de la frontière. Moi, je vais vous dire une affaire, vous êtes pas mal plus nord-américain, puis le monde est pas mal... Le monde, on est des nord-américains. Que vous soyez à Boston ou à Montréal, vous ressemblez. Il y a des affaires locales qui sont différentes, il y a des choses... Il y a de la différence, mais je veux dire, vous êtes beaucoup plus proches dans le nombre de points où vous ressemblez que quelqu'un même qui vit en France. OK? Donc ça, on va être clair là-dessus. Moi, je vois des brands importants. Bon, celui du Festibière, je veux dire, c'est correct, là, c'est bien établi. Mais Festibière, pour jouer dans cette patente-là que certains essayent puis qu'il y a des backlash importants au point où le numéro 1 mondial de la bière, les gens veulent avoir des bières légères pour engraisser, Bud Light, depuis longtemps, est en avant de Coors Light. Bud Light était numéro 1. Numéro 1, exactement. Okay? Ça a un impact direct sur la valeur de l'action. Ils ont perdu une trentaine de milliards de valeur. Et ils ont surtout perdu des ventes, je pense que c'est 300 millions de ventes par trimestre ou à peu près, juste pour le marché américain. C'est énorme. Donc, puis il y a d'autres affaires qui sont arrivées aussi. Il y en a d'autres qui ont payé le même prix pour des choses semblables. Okay? Peut-être le plus gros symbole, c'est Bud Light, mais il y en a d'autres qui ont vécu la même chose. Je ne comprends pas les organisations et les compagnies qui continuent à faire ça comme s'il n'y avait pas de risque. Festibière, OK? Oui. Un genre de, je ne sais pas, il y a une soirée de drag queen à Festibière. Il n'y a aucun rapport. La clientèle de bière, il n'y a pas de lien avec les drag queens. Il n'y en a pas. Les drag queens, c'est pour un autre show, un autre festival, je ne sais pas. Mais ça n'a pas rapport. La seule chose que tu peux avoir, tant mieux s'y sentir, mais la seule chose que tu peux avoir, c'est un backlash. Tu ne peux rien gagner avec ça, tu peux juste perdre. Parce que ta clientèle, elle a pris son clan là-dedans puis elle ne veut rien savoir de ça. Même chose également, ça c'est encore plus gros.
le festival western de Saint-Tite. Oui, à Saint-Tite. C'est un succès immense, le festival de Saint-Tite, mais déjà, depuis la COVID, il y a bien des histoires qui arrivent. La mairesse de Saint-Tite commence à demander beaucoup d'affaires. L'histoire des balles de foin, là. Les balles de Plus de foin, balles de foin, parce que les histoires de 4x8 qui ne peuvent plus être utilisées, qui servaient pour certains. Donc, il y a plein d'affaires qui commencent il y a des règles qui commencent à enlever. Puis, tu sais, dans 10 ans, on va se dire, mais comment ça se fait que le festival de Saint-Tite marche moins? Comme, tu sais, c'est pas arrivé en 24 heures, la Saint-Jean sur les plaines, que c'est devenu une soirée complètement morte. Là, c'est fini. Ça a pris une décision, 2 décisions, et c'était fini. Mais c'est pas arrivé l'année que les décisions ont été prises. Là. C'est arrivé 2 ans, 3 ans plus tard. Là, tu te dis, mais comment ça se fait que la Saint-Jean est complètement morte à Québec? Bien, voici ce qu'ils ont fait. Il faut que ça finisse à 11 heures. Ils ont enlevé le droit de boire, etc. Ça, c'est toutes des affaires de la bombe. Mais les répercussions de ça sont arrivées beaucoup plus tard. Mais ça va être la même chose pour eux autres. Moi, je pense qu'un bingo avec Barbada, si, mettons, je suis sur le conseil d'administration de... Mettons que l'idée arrive sur la table. J'ai rien contre Barbada. J'ai un crayon de Barbada. Moi, je sais. J'ai rien contre Barbada. Regarde, j'en ai sur le fait que Barbada n'a pas d'affaires dans les écoles. Et j'en ai contre les organisations qui essaient... Tu sais, il y a des organisations qui essaient de faire du greenwashing. Là, maintenant, on essaie de faire du woke-washing. OK? On essaie de se... Ça n'a pas rapport. La seule chose que tu peux avoir, c'est moi, j'aime pas ça. La clientèle de Saint-Tite est zéro Barbada. Ah, mais surtout qu'il vient Elle est d'avoir moins ça. Barbada que moi encore. Là. Moi, j'ai pas de problème avec Barbada. Barbada est dans un bar, dans le char allégorique. Si j'avais à voter entre Barbada et Valérie Plante, j'aurais voté pour Barbada en passant. OK, t'aurais voté pour Ben oui. Donc, j'ai rien, moi, contre Barbada. C'est juste que si je suis dans l'organisation, tu essaies de faire quel est le lien? Je ne sais même pas si c'est Barbada ou un autre. Là. Mais quel est le lien entre une drag queen qui va venir faire un bingo et un festival western? Y a-t-il un bingo pour vrai? Hein? Il y a un bingo pour vrai. Okay. Avec une drag queen. Juste le bingo, je trouve ça bizarre. Je sais pas, moi, je fais un salon des vins, puis il y a quelqu'un dans le salon des vins qui fait goûter du jus de pomme habillé un gars habillé en fille. C'est sûr que c'est... À un moment donné, ça comme pas... T'as raison, je comprends pas le lien non plus. Il n'y a pas de lien, là. Mais supposons qu'il y a une tradition, qu'il y a un bingo à Saint-Tite. Peut-être qu'il y a ça, là. Non. Mais je comprends pas la patente. La seule affaire... Puis je sais que les Québécois, on est plus bonasses que, mettons... Il n'y aura pas de Kid Rock qui va faire une histoire avec la patente de Saint-Tite comme il y en a eu pour Bud Light. Je comprends ça, OK? Mais... Dans 2 ans, 3 ans, là, tu vas dire, il me semble qu'il y a eu 20 000 personnes de moins cette année. Puis là, l'année prochaine, c'est un autre 5 000 de moins. Là, tu te demandes, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, les gens sont tannés ou sont comme ça les émerveille plus? Mais non, c'est plein de petites affaires de même. Les organisations n'ont pas besoin de faire ça pour plaire. Parce qu'ils ne veulent pas faire ça pour plaire aux gens qui participent à leur événement. Non. Ils veulent plaire aux journalistes. Ils veulent plaire aux journalistes et ils veulent plaire aux politiciens pour qu'ils continuent de leur donner des subventions. La mairesse, le député du coin qui fait partie du gouvernement de la CAQ, le libéral qui est là, qui est proche de Justin Trudeau. Ils se disent que si on fait ça, quand on va y aller pour la subvention, elle va être renouvelée, peut-être qu'on va avoir 100 000 de plus. Regarde, jamais oublier pour qui vous faites l'événement. Et les gens... Moi, j'ai jamais été à Saint-Tite. OK? Peut-être que je devrais y aller. J'ai jamais été à Saint-Tite, mais je connais énormément de monde qui adore aller à Saint-Tite. Notre chum laisse voir à Saint-Tite à 3 ans. Oui. Beaucoup. Et souvent à Saint-Tite. La clientèle qu'il y a là est zéro drag queen. Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Rien contre les drag queens. C'est juste, ça n'a pas rapport. C'est comme si on mettait, mettons, je sais pas moi, une chanteuse... un spectacle de ballet au Festival de Saint-Tite. Non, ça marche pas. Là. Ça n'a pas rapport. C'est ça. On va faire un festival western, mais c'est un DJ techno. Mais non! Faut que tu aies Tim McGraw. Oui. Faut que tu aies comme artiste Hardy. Faut que tu aies peu importe lequel, mais c'est un festival country. Tu peux pas avoir un DJ techno. Tu sais,
Mais ils l'ont pas vu, eux autres, qu'est-ce qui est arrivé à Bud Light, les organisateurs? Quand je Mais vois c'est ça, ça, c'est c'est ça ça. le point. Je me dis, comment des gens qui voient ce qui se passe... Hey, Bud Light ont excusez-moi, perdu. là, Oui. Bud Light et Anheuser-Busch, s'ils étaient capables de reculer de 3 mois, parce que ça l'a vraiment... Tu sais, même Yann Sénéchal nous l'a dit cette semaine, il dit, moi, j'étais sceptique de voir comment ça... Il dit, là, j'ai obligé de vous dire que ça fait mal en sacrament. Tu viens de perdre des milliards, 30 milliards de valeur boursière. Et c'est quoi la perte, justement? Et là, la question, la perte sur la marque Ben voilà. Bud Light. Oui. Sur cette marque-là. Et là, soudainement, parce qu'on l'a vu, Jeff, la semaine passée, je pense, Billy Bush, qui est sorti, Oui. sa famille, c'est sa famille qui ont été propriétaires pendant Anheuser-Busch, Oui. pendant au-dessus de 100 Billy ans. Bush est allé à Fox News la semaine passée. C'est Voilà. rare qu'on les voit, là, mais c'est la famille fondatrice de Budweiser. Voilà. Mais là, Billy Bush, dans une autre entrevue, il a dit, je pense que c'est hier, il a dit, il dit, nous autres, là, il dit, on veut parler à InBev. Ils veulent racheter? Ils veulent racheter la marque. Non! Oui, monsieur. Il dit, on va racheter la marque, On va leur monter en haut. puis nous autres, on va leur monter numéro 1. Ben, c'est donc ben hot. Oui, monsieur. Hey, c'est pas un Jeff Molson, lui, hein? Non. Ben ouais, Jeff Molson, il aurait dit, ah ben moi, je suis d'accord avec ça, là. Mais- oui. Oh, oui, Puis on, moi, va, je- on va être 5e, pas grave. D'abord qu'on fait playoff. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, on est plus premier, mais d'abord qu'on fait playoff. Mais je suis convaincu, puis je te le dis, là, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer avec InBev puis lui. Tu là. ris, hein? Mais il va La être... famille fondatrice rachète de ce gros fonds-là, c'est une des plus grosses compagnies au monde. Oui, Ils rachètent Budweiser. Boum, les 2 bières remontent numéro 1. j'en suis convaincu. Hmm. Ben oui. Ben oui, parce que, bon, on va le dire, là, une gang de Saint-Louis là, sont Il y a comme plus une- traditionnels. Oui. C'est une famille plus traditionnelle. Oui. Puis les amateurs de bière vont se retrouver, puis bang, ça va monter en haut. Ils vont faire même une campagne avec qui? Avec Kid Rock. Ben oui, Ils vont c'est sûr. engager Kid Rock. Billy Bush avec Kid Rock dans une campagne web qui dit qu'ils ont recommencé à prendre la Bud Light. La bière remonte numéro 1 avec la Ouais. Bud numéro 1, Bud régulière, parce que là, les gens prennent plus de light pour Oui, les c'est raisons ça. qu'on connaît. Les 2 bières remontent numéro 1. Ah oui, Je vais aller m'acheter une caisse de bière, ça arrive. c'est Non, très c'est incroyable, bon. non, c'est incroyable pareil, là. Non, mais j'en suis convaincu. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais il l'a dit dans une entrevue. Autre patente, j'en ai glissé un petit mot un matin, mais c'est quand même gros, là, tu sais. Que les chiffres sont tellement gros. On parle d'une rumeur. C'est une rumeur qui court depuis quelques années. Ça revient de temps en temps que Apple pourrait mettre la main sur Disney. Pensez à ça 2 secondes, là. Ouais, quand tu m'as dit ça un matin sur Prime, j'ai capoté. Ben, Non, c'est complètement sauté. Sauf je sais que, pas, comme actionnaire, je suis content. Là. pour Apple, Ouais. ouais, Je suis pas sûr que c'est une... historiquement, ceux qui achètent baissent sur le coup. Après ça, ça se replace. Mais sur le coup, il y a toujours un coup par en bas. C'est sûr que quelle valeur qu'ils vont donner à cette compagnie-là. Parce qu'ils disent Disney. Là, les analystes sont là-dedans. Ils essaient d'analyser toute la patente. Là. Parce que Bob Iger, l'ancien renouveau boss de Disney, le gars, il est parti, puis il est revenu. Là. Oui. Il est sorti de sa retraite. C'est exactement ça. Mais lui, il faut qu'il replace Lui, Disney. il est venu déwokiser Disney. Oui. Parce que Disney était devenu trop woke. C'est vrai, là, c'est pas moi qui l'invente. Beaucoup trop woke. Puis à un moment donné, il y a du monde qui disait ouais, il y a des personnages là, qui étaient en train de dénaturer. Là. Oui. Tu sais, on s'entend dessus. Là, l'affaire, c'est ça l'histoire. C'est que la rumeur, cette rumeur-là qui revient, ils disent ouais, mais Disney, c'est un conglomérat, c'est immense. Mais Apple ne s'est pas intéressé à tout Disney. Eux autres, tout ce qui s'appelle TV, Ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir là-dessus. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est des propriétés intellectuelles. C'est ça qui est bon, on parle des Star Wars, des ci, les ça, là, on s'entend dessus. Toutes les affaires de. C'est ça qui les intéresse. Les parcs, je ne sais pas. Mais là, il y a des analystes qui embarquent. Ils disent peut-être que Disney pourrait être un genre de. Autrement dit, il pourrait laisser aller des affaires, puis il y aurait des ententes avec les parcs, puis la propriété intellectuelle. Il y aurait un genre de nouveau Disney. La compagnie qui existe comme on la connaît là, elle serait scindée. Parce que là, les parcs vont super bien. Les parcs vont très, très bien. Très bien. ESPN puis toute la TV, c'est plus tough.
C'est plus tough. Le streaming, ils se sont sacrés le doigt dans l'œil. Oui. Ils nous ont fait à croire pendant quasiment un an qu'il y avait des subscribers à pu finir. Là, ils ont eu des pertes là, d'abonnés. Je là. pense que c'est quoi? Ils ont des pertes de 7-8 milliards par année juste pour le streaming. Ah oui, c'est beaucoup. Donc, il y a quelques affaires qui vont. Les films, je sais pas trop. Je sais qu'ils ont eu une coupe de flops pendant l'été, entre autres. Indiana Jones était un flop. Oui. Perdu à peu près 100 millions à peu près par rapport au prix que ça a coûté. Ouais. Tu ramasses quoi là-dedans? Je sais pas, moi. Je sais pas. Ben, mettons, chez Apple, les parcs, j'ai vu dessus. Dans Succession, les parcs, ils veulent plus bien. Il veut plus. C'est un paquet de troubles. Tu fais de l'argent, mais c'est un paquet de troubles. La gérance de Mais tout je comprends ça. que si dans la valeur de la compagnie, c'est probablement ce qui fait le plus d'argent, ben, tu ne peux pas t'en débarrasser. Non, c'est ça. Ah. Mais on sait, l'affaire qui est sûre, c'est qu'on sait qu'Apple a de l'argent. Si on le sait, là, on parle de quoi? De 165 milliards à peu près, là, les dernières statistiques que j'ai vues. Donc, c'est une rumeur qui revient. Puis il y a d'autres analystes, j'ai regardé ça un peu aujourd'hui, il y a d'autres analystes qui disent il va se passer quelque chose. Puis d'après eux autres, ça va être en 2024. Donc, c'est. Parce que les actionnaires de Disney ne sont pas contents. Là. Imaginez un instant. Là. Quand il y a eu le crash en 2020, avril 2020, là, la bourse. Le crash COVID. Le crash COVID. L'action de La Disney. bourse est passée quoi? 22 000, 23 000 à 13 000? Je parle du Dow Jones, Ouais. à peu près. Donc, on a perdu quasiment 50 de la valeur. Donc, tout le monde s'est écrasé. Là. C'est ça. Mais après ça, il y a eu un comeback. Mais c'est l'action de Disney, en ce moment, il est à peu près au même niveau. Oui, il y a eu une hausse par la suite. Là. Mais en ce moment où on se parle là, l'action de Disney, elle ne roule pas. Là. Elle ne roule pas du tout. Là. Donc, il y a des actionnaires qui ne sont pas contents. Donc, il va se passer quelque chose avec ça. Puis, j'ai hâte de voir c'est ce que les analystes vont en dire. Ça peut brasser beaucoup. Hey, une affaire, il faut que je te parle. J'ai vu ça passer vite de même. Moi, c'est du genre de bébelle que j'aime, Jeff. Pourtant, je ne suis pas collectionneur pour Saint-Saëns. Ah non, moi, j'aime les macarons. Ah, tu connais Moi, les macarons? je collectionne les macarons depuis toujours. OK. Oui. Les macarons qui se mangent? Non, les macarons qu'on peut piquer. Là. Ah, OK. oui, ah oui. T'es mets où? Dans les boîtes de carton, ça dort. J'ai des murs. J'ai des murs avec des murs comme dans des tapis. murs de Puis, macarons. j'en ai plein de murs de macarons. On ne mettra pas ça dans le studio. Ben oui, ça peut être bon pour C'est l'insonorisation. lequel ton favori? Ah, j'en ai plein, OK. là. Écoute, est-ce qu'il y en a encore des macarons? Non, je suis plus en mode ben. C'est pas à moi, ça, hein? Mais ça, dans le temps, ce tournoi Pee-Wee, là, il y en avait, hein? Oui. c'est l'enfer. Ben, c'est Il y avait beaucoup des des pins. pins. C'était des Des pins. pins. Ouais, les pins. Les pins, Ouais, oui, c'est- les pins, ça se l'histoire changeait des des pins. pins. Oh, puis, oui. puis tout ça. Mais il y a eu il y a des encans. Il y a le bat de baseball. Ben, un des bats de baseball, on s'entend dessus que Babe Ruth a eu plusieurs battes de baseball dans sa vie. Donc, ses bâtons de baseball. Il y en a un qui s'est vendu. Ruth, il l'a utilisé en 1923. Il s'est vendu 1,3 million. Pensez à ça. 1,3 million pour un bat de baseball de Babe Ruth. Mais l'affaire que... c'est ça qui m'a allumé. C'est que ce bâton-là, ils disent que c'est un des plus légers utilisés par Babe Ruth. Puis Babe Ruth, il y avait plusieurs battes de baseball. Lui, le bat qui était vendu, il a 36 pouces de long, puis il a 42 onces. Puis c'est un des plus légers parce que Babe Ruth, il frappait avec des bâtons de 50 onces, normalement, ou dans ce coin-là. Mais pourquoi il y en avait un de plus léger? Plus léger, peut-être que quand il arrivait, peut-être qu'il voulait faire un coup sûr. Juste un coup sûr. Ouais. Ouais, il ne voulait pas nécessairement faire un coup de circuit. Mais c'est exactement ça. Juste placer la balle. Mais je suis allé voir, je dis, je veux être... Tu sais comment je suis curieux, Jeff? Moi, Shohei Ohtani, le lanceur là, des Angels, le japonais. Phénomène. C'est un phénomène. Le gars, il est lanceur, mais c'est un des meilleurs frappeurs de circuit du baseball majeur. Il est deuxième, je pense, dans le baseball majeur. Ohtani, c'est une méga star. C'est incroyable. Le gars, il est lanceur et ultra bon frappeur. Incroyable. C'est très, très, C'est très, jamais très vu. rare. Non, Jamais vu. C'est du jamais vu. Lui, il frappe avec un bâton de 34 pouces, 32 onces. Je suis allé voir un peu les joueurs de baseball aujourd'hui. Les bâtons sont beaucoup, beaucoup plus légers Oui. comparé à avant. Tu sais, moi, je pensais que ça sort. Moi, je pensais qu'il n'y avait pas bien de différence dans le sens que, wow, c'est à peu près la. Non. Aujourd'hui, Ben, c'est parce que les frappeurs, ils vont chercher la vitesse et la vitesse pour la exact, mettre c'est au la bord. vitesse qui fait la différence, c'est pas le poids. C'est la vitesse du swing, c'est la vitesse à l'impact, c'est elle qui fait la différence. Comme au golf.
C'est une question de vitesse. Donc, C'est de la si vitesse. tu veux avoir de la vitesse, il faut que ce soit le plus léger possible. Le plus léger possible. Mais tu sais, quand tu dis il y a une grosse différence, là. Tu mets ça en pourcentage, c'est énorme. Là. Et tu passes de 50 C'est ans. 40 de moins. Si tu regardes dans le temps, là, c'est 40 de moins. Donc, Oui. Root, il frappait avec des bio. Oui. Oh, oui. Mais lui, autrement dit, lui, il fait le contact, puis c'est sa pesanteur de bâton qui amène l'autre bord, avec son swing aussi, là, mais je veux dire, mais aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment la vitesse. Oui, c'est carrément. Être 32 onces par rapport Le à 50 thinking onces. est plus logique de cette manière-là. Bâton plus léger, plus de vitesse. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça. C'est vrai. Le parallèle au golf, j'ai pas pensé sur le coup, mais le parallèle au golf est très, très bon. Hey, faut que je t'en parle. Ben, je t'en ai parlé un petit peu tantôt, mais il faut que je t'en reparle absolument. Parce qu'il se passe quelque chose. Tout le monde connaît l'Ozempic. Okay? Ozempic, vous êtes gros, vous shootez, puis ça... Oui, parce que l'Ozempic, c'est un médicament à la base. Un médicament pour Le diabète. le diabète. Yes. Là, ils se sont aperçus que l'Ozempic est excellent pour perdre du poids et aussi sert un peu de coupe-faim. Donc, c'est un médicament vedette. On le shoot, hein? C'est une aiguille. On shoot. Mais là, la face, c'est que l'Ozempic, ce brand-là, a des compétiteurs. Et un des compétiteurs, qui vient de la compagnie Novo Nordisk, c'est une compagnie, une grosse biopharma du Danemark, là, qui est cotée à New York. NVO, le code à New York. Eux autres, ils ont le compétiteur de l'Ozempic. Je vous en parle pour une chose. C'est que c'est quelque chose de très hot. Là. Le médicament s'appelle Wegovy. Wegovy, là, c'est pareil comme l'Ozempic. Tu te chaudes, telle affaire. Sauf qu'il y a une étude qui vient de sortir. Parce que c'est des personnes obèses qui utilisent ça. Là. Mais quand on dit personnes obèses, on dit personnes portées à faire des crises cardiaques et avoir des problèmes cardiovasculaires. En général, quelqu'un qui est chubby a plus de chances, selon les statistiques. On parle de 20% de réduction de chances de faire une crise cardiaque et avoir des problèmes cardiovasculaires. C'est une étude américaine de Californie. Ça, là, Jeff, là, ça, c'est très, très... Là, je suis allé voir à la bourse. C'est sûr que le stock, présentement, était quasiment à son haut à vie, là, de Novo Nordisk. Là. Mais ça, pensez à ça 2 secondes. Là. C'est comme imaginez-vous le médicament parfait. OK? T'es gros, tu te shootes, tu maigris, t'as moins faim, puis ça te protège des crises cardiaques. M'excuse, là. La combinaison est assez de fun. Là. Ah oui. C'est quasiment miraculeux. C'est quasiment miraculeux. Donc, t'es bourré de problèmes, viens ici, on va te shooter. Yes. Non, mais c'est capoté, là. Comment tu dis? Puis tu continues de manger comme un... Non, parce non. que ça va couper ton appétit. C'est ça, là. Ouais, Faut que tu manges normalement. Thank you, man. Yes, voilà sir. pour... hey, on s'en va vers quelque chose de pas pire. On s'en va vers le lancement du week-end. On a un vin rouge de très grande classe. L'aubergiste est stand-by. Oh oui, l'aubergiste. Demain, n'oubliez pas, on vous le rappelle, demain, Radio Pirate Live. Demain, on vous propose des moments de cette semaine de Radio Pirate Prime. 5 moments. C'est ça, 5 moments? 4 ou 5, là? C'est 4 moments. 4 ou 5. Ouais, je ne sais plus compter. C'est drôle que Comment on tu fait dis... le bloc, là? On fait 4 blocs. C'est drôle que tu dises pas les meilleurs moments, tu dis des moments. Ben, c'est parce que meilleur, je suis pas sûr. On va faire plein d'affaires. Oh, Parce que oui. je pense qu'on a trop de bons moments C'est pour ça. tous les mettre. Voilà. Des moments. Vous allez être surpris. Exact. Donc, demain, puis juste avant, je vais vous l'expliquer, mettre dans le contexte, etc. Le but, c'est de vous faire vivre un peu l'ambiance de Radio Pirate Prime par rapport au live. Et bien sûr, d'essayer de vous convaincre de vous joindre à nous autres sur Radio Pirate Prime en vous abonnant sur radiopirate.com. Vous pouvez toujours écouter tous les podcasts sur toutes les applications de podcasts que vous aimez comme Spotify, Apple Podcasts, etc. On s'arrête, on vient, on lance le week-end avec l'aubergiste sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Tiens-toi! ting, 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 ting. C'est notre troubadour. C'est le troubadour. De temps en temps, quand il n'est pas là, des fois, je le traite même de gros Soulon, mais là, il est là, puis je vais être plus poli. Ouais, il est capable d'en prendre. Il est capable d'en Oh, prendre. oui. L'aubergiste est prêt pour lancer le week-end. Mais l'aubergiste
vous est présenté par... Oh, c'est extraordinaire. Vous êtes présenté par Unidem, unidem.ca. Unidem, c'est votre solution en matière de désinfection des jouets. Vous avez un CPE, garderie, école, les hôpitaux. Depuis 20 ans. Capoté, quand ça. même. Non, c'est capoté, là. Unidem, c'est l'authentique appareil pour désinfecter les jouets. Ça a été pensé, créé et fabriqué au Québec. Ben voyons. C'est fantastique. Allez voir unidem.ca. Vous avez une CPE, une garderie. Allez voir unidem.ca. Très bon, très bon. On a un vin rouge, je pense. On a un vin rouge, exactement ça. Dans les grands vins, parce que des fois, des fois, ça arrive souvent, c'est que je reçois des messages. Hein. L'aubergiste reçoit des messages et il y a des fans de vin, du monde qui sont, on va le dire, un peu plus fortunés, hein, qui se payent des bouteilles assez élevées. Puis c'est du monde, c'est des grands fans de vin. Et de temps en temps, ce que je vais faire, ça ne m'a pas été reproché, mais des fois, les gens ils disent « Ouais, mais ça serait le fun des fois. » Moi, j'ai un côté économique. Je fais de la radio avec Jeff Fillion. Donc, il faut que j'aie un côté un peu plus économique. Hein. En général, j'essaie de faire un peu attention. C'est normal. Aujourd'hui, ça coûte très cher la vie, mais on peut se faire plaisir. Et il y a des gens qui se font plaisir beaucoup. Puis ils aiment ça découvrir des vins, on va le dire, des vins imposants. Donc, je pars quelque part. Je m'en vais en France. Si je m'en vais en France, les grands vins français, on entend des vins, on l'entend, mettons, les côtes-rôties, on l'entend les Hermitages, on l'entend, mettons, les Cornasses. Mais tous ces vins-là, que je viens de vous nommer, il y en a d'autres aussi, ils ont une chose en commun, c'est le cépage. Le cépage, c'est la Syrah. Les Australiens disent Shiraz. La Syrah, donc, on va le dire, on dit vraiment la Syrah. Donc, la Syrah, c'est un cépage tout à fait particulier, natif de la région du Rhône. Et c'est pour ça que les côtes-rôties, Hermitage, c'est natif du Rhône. La Syrah, c'est quoi? C'est coloré. La Syrah, c'est intense, c'est épicé, c'est aromatique. La Syrah, ça a un bon potentiel de vieillissement pour la plupart, si on peut dire. Quand tu bois de la Syrah, quand ce vin-là est bien fait, c'est capoté, là. C'est du rouge pour les maniaques de rouge. C'est ça, de la Syrah. Donc, en australien, parce qu'il y a des gens qui ne faisaient pas le lien entre les deux, en australien, c'est le Shiraz. Le Shiraz, exactement. Donc, ça. La Syrah, c'est le Shiraz. Le Shiraz, parce que je pense que les Australiens avaient de la misère un peu, ils ont leur accent. Il y avait un peu de la misère avec le nom Syrah, ça finit Shiraz. Mm-hmm. Il y a énormément de Syrah en Australie. Énormément. Donc, la Syrah, c'est des beaux reflets violacés. Hein, c'est ça, c'est foncé. Beaucoup de violette. Au nez, là, t'es dans violette. T'as le nez dans les fleurs. C'est capoté. La violette. En bouche, c'est texturé. De la Syrah, là, c'est joufflu. C'est ça, de la Syrah. La Syrah, c'est du... Faut pas se cacher, là. C'est du gros rouge. Ben oui, hein. Tu sais, quand on dit du gros rouge qui tache, tu sais l'expression, là, mais c'est ça, de la Syrah. Quand je prenais du vin, j'aimais beaucoup la Syrah. Oui. Syrah beaucoup en France? Oui, exactement ça. Tout ce qui s'appelle le Rhône, tout le Rhône et les côtes-rôties, Hermitage, le Cornas, c'est de la Syrah. C'est extraordinaire. Il y en a un peu partout. La Syrah a voyagé. C'est sûr que les Australiens... Ben là, maintenant, les Américains en ont. Eux autres aussi appellent ça le Shiraz, je pense. Les Américains, ça? Oui. Ça arrive, c'est que il y a des... On va le dire, il y a des certains Shiraz qui sont allés un petit peu raides sur la planche de bois. Là. Oui. OK, on s'entend-tu? Oui. Mais ça l'a... Avec Ça a les viré années... en cabernet quasiment. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec les années, ça s'est calmé un peu. Parce qu'ils se sont aperçus que le monde, à un moment donné... La mode a passé. Les goûts changent. Voilà, exact. Les goûts changent. Au printemps dernier, Jeff, je t'ai parlé d'un vignoble ici au Niagara. Le nom, c'est Colaneri, OK? Oh, t'as été aidé dans ta préparation, l'aubergiste. Denis. Denis.
qui est un pirate. Denis, qui a déjà fait des chroniques avec toi, Jeff, assez longtemps. Denis, qui est un fan fini du Niagara. Extraordinaire. D'autres pirates aussi. Nos amis de la maison de Sophie, qui est à Niagara-on-the-Lake. Les autres aussi, c'est des fans, justement, de Colanerie. Colanerie, c'est une place extraordinaire dans le Niagara. Là. C'est beau, mais c'est style italien. C'est quand même capoté comme place. Tu arrives là, tu te crois en Toscane quasiment. Là. C'est complètement sauté. Moi, mon fils est allé, puis quand il est revenu, il a dit j'en reviens pas. Là. Je capote de cette place-là. Je pense que j'ai entendu parler entre les branches que la place était à vendre. Ouais, je ne sais pas comment qui demande des millions pour ça, là, mais je pense que j'ai entendu ça, mais je ne suis pas sûr. J'ai entendu ça entre les branches. Donc, le vin, Jeff, que je t'ai parlé au printemps dernier, c'est le Corposo de Colanerie. Mais il n'est pas à SAQ. Il faut commander directement en Ontario ou directement sur le site Internet. Regarde, il livre au Québec, livraison ultra rapide, très bon service, puis le prix est vraiment du bon sens. Pour le shipping, là, ça a beaucoup de sens. Le vin que je t'ai parlé, c'est le Corposo. Corposo, style italien. Je t'avais parlé de pizza à l'époque, justement, au printemps. 21 piastres la bouteille. Sauf que Colanerie, OK, ils ont une quille. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je l'ai bu en fin de semaine passée. Non. Ça vaut 69 piastres. 69,95. Ça vaut 70 bâtons. OK. Mais, OK. Non, là c'est OK. Tu comprends, Dan? Mais c'est un cadeau qu'on peut se faire. Ben oui. C'est un cadeau qu'on peut se faire. Sur la bouteille, on voit un aigle, justement, sur la bouteille. Et je l'ai carafé. Hein? Moi, je ne suis pas un carafeux. Je l'ai carafé. C'est pas un carafeux. Un carafeux, c'est quelqu'un qui carafe tout le temps. Il carafe tout. Ouais, Il carafe son jus d'orange. C'est à un moment donné. Arrête de carafer. Là. On boit du vin. Mais je veux dire, je l'ai carafé. Ça m'a toujours énervé un peu, ça. Moi aussi, ça m'énerve. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais lui, il faut qu'il soit carafé. Tu le carafes ou tu trouves la bouteille quelque temps avant. Là. Ça n'a pas de sens. On reconnaît là, la violette. La violette, c'est la Syrah. Là. C'est un 100% Syrah. Le nom du vin, Visionné. Visionné qui veut dire vision. Il y a un aigle, sa bouteille. Là. Regarde, c'est de la violette, Jeff, de la cerise noire, de la réglisse, du paprika. Le vin, là, je cherchais un mot pour le vin. De un moment donné, tu dis, s'il y a juste un mot pour ce vin-là, je vais te dire majestueux. Oh. C'est bon, ça n'a pas de sens. 80% du raisin a été séché. Donc, tu as le raisin, ils en prennent une partie, ils vont enlever un petit peu d'eau dans le raisin, un petit peu séché. Donc, ça va concentrer les saveurs. Hey, c'est une bombe, là. 15% alcool. C'est de la Syrah, mais chubby, là. 15% alcool, 2,5 grammes de sucre au litre seulement. C'est surprenant pour un vin de cette catégorie-là, quand même. Très chubby, c'est prêt à boire là. C'est un 2020. Mais l'énologue dit on peut se rendre jusqu'à 2030. Donc, on peut s'en coucher une ou deux bouteilles. Ceux qui ont un peu de sous, c'est normal, c'est 70 piastres la bouteille. Mais je vous le dis, là, colanerywines.com. Je vous le dis, je suis très sérieux. Puis, je ne suis pas payé pour le faire. Là. C'est fou comment c'est bon. Si vous aimez le gros rouge, vous allez capoter sur ce vin-là. Colanerywines.com, le visionné. Wow. C'est fantastique. OK, Tabarouette. Est-ce que c'est le vin le plus cher de ta patente? À date, depuis que je fais des chroniques avec toi, c'est mon plus cher. OK. Donc, c'est vraiment pour une occasion spéciale. Occasion spéciale. Regarde, Jeff, à un moment donné, tu as une occasion spéciale, puis ce vin-là, sais-tu avec quoi tu vas servir ça? Aussi simple que ça. Là. Des steaks. Ben, c'est ça. Steak poivré. Mais mettez pas 50 affaires sur la table. Là. Des steaks avec du poivre. Poivre et sel. Voilà, poivre et sel. Et une belle salade verte, mais avec des copeaux de parmesan dedans. Arrête. Et un peu d'huile. Oui, un petit peu d'huile. Mais parce que ça prend le goût du fromage un peu fort. Tu sais, le parmesan, c'est un goût assez... Mais ça, là, avec ce visionné, vous allez capoter. Vous allez capoter complètement. Wow. Et l'aubergiste vous a été présenté par Unidem, Jeff. Unidem, c'est votre solution en matière de désinfection des jouets. C'est incroyable, Marie. Là.
l'appareil de désinfection a été pensé, créé et fabriqué au Québec. Vous avez une garderie, école, CPE depuis 20 ans. Parce que la désinfection, il faut que ce soit une priorité. Plus de détails, unidem.ca. Thank you, man! Jerry! Yes! Merci, Jerry. Merci à Mr. White. Merci à notre ami Joe. Thank you, tout le monde. Voilà, le week-end est officiellement lancé grâce à l'aubergiste. Gros week-end. Bon week-end, tout le monde. Profitez du beau temps. Je pense que c'est quand même pas pire. Je vois 28 degrés aujourd'hui à Saguenay. Donc, Chicoutimi, 28 degrés, 25 à Québec, 25 Montréal. Un peu d'orage peut-être pour Montréal et la Mauricie, et même la région de l'Estrie. C'est pas grave. Au moins, on est un peu chaud. OK? Puis, entre les orages, on a du temps pas pire. On a un Jeff Fillion demain. Bon live. On va vous parler demain de manière différente. Vous allez adorer, je suis pas mal certain de ça. Et on se reparle également sur Prime demain avec mon ami Jerry et ma gang de boys complètement sautés. Bon jeudi, bonne fin de journée. See ya!